Après 8 mois de gouvernement, la gauche aurait donc trouvé son cap pour cette nouvelle année dans leurs vœux, tribunes, par voie de presse, déplacements, conférences. C'est du moins ce que laissent entendre le Premier ministre et le Président de la République. Mais alors que l'exécutif se démène, les partenaires sociaux, eux, vont chercher leur chat jeudi et vendredi et se retrouveront pour tenter de relever le défi de l'emploi. Ah, le défi de l'emploi, préoccupation première des Français selon un sondage paru hier dans le journal du dimanche. Oui, les objectifs de réduction de déficit, de croissance, de création d'emplois sont donc des sujets bien brûlants pour cette année 2013 qui s'annonce dans un contexte de crise européenne. Quelles sont donc les recettes économiques à adopter? Quelles sont les marges de manœuvre politiques du gouvernement aujourd'hui? En somme, la gauche a-t-elle les moyens de ses vœux? C'est donc aujourd'hui autour d'une table ronde d'économistes, de journalistes, de spécialistes que nous tenterons de décrypter au-delà des mots et de comprendre ce qu'il faut voir dans ce que certains voient comme un changement de style. Et ainsi, nous recevons Raymond Soubi. Bonjour Raymond Soubi. Bonjour. Ancien conseiller donc de Nicolas Sarkozy pour les affaires sociales. Vous êtes resté auprès du président de la République précédent jusqu'à 2010, juin 2010, je crois. C'est ça. Et puis aujourd'hui, vous êtes président de la société de conseil Alixio. À vos côtés, Thierry Pêche. Bonjour Thierry Pêche. Bonjour. On vous connaît bien sûr pour vous entendre régulièrement dans l'émission de Philippe Meyer, le dimanche, l'Esprit public. Vous êtes directeur de la rédaction d'Alternative économique, puis auteur du Temps des riches, anatomie d'une sécession aux éditions du Seuil, paru en 2011. Et nous sommes en compagnie, bien sûr, d'Hubert Huertas et de Françoise Fressos. Bonjour Françoise. Bonjour. Éditorialiste au Monde. Dans la deuxième partie des matins, j'annonce la couleur. Brice Couturier nous détaillera quel est l'enjeu de ce que, par exemple, les Échos, pour citer un de vos confrères, Françoise Fressos, appelle la semaine décisive pour un accord sur le marché du travail. Emploi, semaine décisive pour un accord. Les partenaires sociaux reprennent la négociation jeudi et vendredi. La taxation des contrats courts au cœur des discussions préparatoires. Oui, la fameuse, on va dire, flexi-sécurité. Mais peut-être auparavant, d'abord, le cap donné par Jean-Marc Ayrault dans Le Monde, les vœux du président de la République il y a 6 jours. Est-ce que selon vous, Raymond Soubi, aujourd'hui, le gouvernement a les moyens de ses vœux? D'abord, je crois que le gouvernement se trouve dans une situation objectivement difficile, dans laquelle se trouverait d'ailleurs tout autre gouvernement que lui. À savoir que la croissance dans la zone euro n'est pas spécialement brillante, et en France et vous tournez particulièrement, que le taux de chômage augmente, qu'il veut que la France soit le bon élève de la classe, l'affichage des 3% de déficit pour 2013, et que tout ceci crée un faisceau de contraintes qui en grande partie lui échappe, et qui rend donc difficile sa politique. Et donc il fait comme tous les gouvernements, il parle, et il prend un certain nombre de mesures, contrat de génération, sur l'emploi et sur d'autres sujets, pour espérer que si par hasard la situation s'améliorait, par hasard, dites-vous, par hasard, en France et ailleurs, eh bien, il en aurait sa part, puisqu'il aurait pris des mesures et qu'il aurait tenu un discours. Et que donc, il compte un peu ou beaucoup sur la baraka. La baraka, c'est que la situation s'améliore, même modestement, au cours de l'année 2013, et il dira, voyez ce que je vous ai amené. Alors, et si la situation ne s'améliore pas chez nous, je pense qu'elle ne s'améliorera pas beaucoup ailleurs, et qu'il dira, voyez, c'est pas seulement la France, c'est l'ensemble de l'Europe. Alors, Raymond Soubi, on connaît votre art de la diplomatie, vous parlez d'un faisceau de contraintes. Thierry Pêche, certains à gauche ne parlent pas de faisceau de contraintes, mais plutôt d'un faisceau de contradiction pour un gouvernement de gauche qui se voudrait schröderisé social-démocrate, plutôt pour une flexi-sécurité qui existe déjà beaucoup en France et qui, au fond, renierait peut-être son engagement à gauche pour accompagner peut-être, qui sait, une peut-être possible baraka. Thierry Pêche. Oui, c'est vrai que le système de contraintes est là, mais que s'y ajoutent quelques contradictions. Vous avez raison de le rappeler. Le système de contraintes, Raymond Soubi l'a rappelé très, très rapidement. Il est évidemment lié au climat de la crise européenne. Et ça, c'est un système qui s'imposait au précédent gouvernement et qui s'imposerait à n'importe quel autre gouvernement. La contradiction, c'est que cette route étroite a été rendue encore plus difficile
par une politique budgétaire dont les effets récessifs se font déjà sentir. Les 3%, entre autres, par exemple, pour vous, sont... Les 3% sont, mais de l'avis d'une grande majorité, d'une grande majorité d'économistes, les 3% sont un piège, sinon une absurdité. C'est beaucoup plus de la politique que de l'économie, cette histoire. En réalité, il y a un débat très technique entre économistes sur ce qu'on appelle les effets multiplicateurs de la politique budgétaire. On les a soupçonnés d'être assez faibles, ils sont en réalité très forts. C'est-à-dire que les effets récessifs de cette restriction budgétaire sont très importants. Et donc 2013 est une année, c'est un Himalaya de difficultés, si vous voulez. Mais cet Himalaya a été, je dirais, aggravé, renforcé par cette politique économique. Et donc le gouvernement a rendez-vous d'une certaine manière avec une crise dont il n'est pas l'auteur, mais avec des difficultés dont il est partiellement l'auteur. Alors Raymond Soubi, puis nos chroniqueurs interviendront. Raymond Soubi. Je crois, contrairement à mon voisin, que le gouvernement ne pouvait pas ne pas affirmer les 3%. Pas ça, pas lui. Parce qu'il aurait fait ça, et il y aurait eu une crise dans la zone euro, ce qui est une vraie possibilité. On aurait dit, vous voyez ce qu'ils font. Vous voyez dans quelle situation ils nous mettent. Donc ils n'avaient, je pense, pas d'autre choix que de faire ça. J'ajouterai une remarque que connaît bien Thierry Pêche, c'est que le 3% ne sera pas tenu. On parle de 3,5 déjà. Oui, puisque nous sommes entre nous, tout le monde sait très bien qu'il ne sera pas tenu. Que ce ne sera pas 3, ce sera, je ne sais pas, 3,4, 3,5, 3,6, peut-être plus. Mais je pense que symboliquement, le gouvernement, lui, ne pouvait pas ne pas l'afficher. François Spessoz. Moi, je suis assez d'accord avec ce que dit Raymond Soubi. Il y a le fait, effectivement, qu'en privé, François Hollande n'est pas sûr d'adhérer totalement à l'histoire des 3% en disant ça peut être récessif, mais il ne peut pas, par rapport à l'Allemagne, se permettre de dévier de la route. Ça aurait été beaucoup plus coûteux en matière de taux d'intérêt et de confiance. Je suis d'accord aussi, quand j'entends François Hollande, très souvent, il dit la croissance va revenir. Sans doute à la fin de l'année 2013, quand on l'interroge en disant mais qu'est-ce qui vous fait dire ça ? C'est la méthode Coué Il vous dit c'est des questions de cycle économique. Donc, c'est vrai qu'il y a un peu dans son attitude le fait de se dire, un jour, il y aura un retournement parce que les États-Unis, ça ira mieux et tout. Et donc, j'ai l'impression que lui, français, sur l'année 2013, il peut très peu de choses, si ce n'est faire de la communication. Et je trouve que ce mois de janvier est entièrement placé sous le signe de la communication. On a cru qu'il y aurait un débat sur les histoires de société. Y compris les couacs des 75% attaqués par le Conseil constitutionnel, y compris Depardieu, y compris le mariage homosexuel. Les couacs, c'est autre chose. Mais écoutez les vœux. Les vœux, ils ciblent complètement sur la situation économique et sur le chômage. Parce qu'il sait très bien que ce sont les préoccupations des Français. Donc, il leur parle, il essaye de leur dire on va retourner la situation. Il n'a pas vraiment les moyens de la retourner, mais en tout cas, il a compris que c'était là-dessus qu'il fallait aller, alors qu'à un moment, on a cru que le mois de janvier, ce serait le mariage pour tous, les sujets de société. Là, il se ressent. On a l'impression aussi qu'il fait de la communication autour de Mendès France. Il a utilisé Mitterrand pour se faire élire. Maintenant, c'est Mendès France, l'homme du courage. Voilà. Mais tout ça, c'est quand même beaucoup de la communication. Et sur les moyens de sa politique, c'est quand même très faible. Alors, Thierry Pêche, Raymond Soubi, Thierry Pêche ? Non, je voudrais revenir sur cette histoire du symbole. Raymond Soubi dit, au fond, il ne pouvait pas faire autre chose qu'annoncer ces 3% sans déclencher une crise européenne. Je pense que toute cette affaire repose sur le dialogue franco-allemand actuel, sa qualité et les possibilités qui s'ouvrent à lui. François Hollande avait commencé en juin 2012 par une position face à l'Allemagne qui était la bonne, qui était un dialogue ouvert, contradictoire mais constructif. Il fallait poursuivre ce dialogue sur cette question des 3%. En croyant faire plaisir à l'Allemagne, on va faire plaisir à personne parce que le symbole a un coût. En réalité, on aurait dit on va faire 3,5%, on aurait fait un budget un peu moins serré, on aurait sans doute un peu plus de croissance. Le prix de tout ça, c'est quoi ? C'est qu'au lieu d'avoir 0,8 de croissance, on aura 0,1, 0,2, voire 0, alors que les autres ont encore moins. La France est plutôt en pas mauvaise position par rapport aux autres Européens. Il ne faut pas noircir le tableau. Il faut le rappeler justement. Mais qu'en plus, Marc Moinché, il y aura plus de chômeurs. C'est ça le prix à payer, si vous voulez. Et donc, des symboles à ce prix-là, je pense que c'est une bêtise. Et qu'il aurait mieux valu avoir un bon dialogue franco-allemand, sérieux, musclé éventuellement, plutôt que mais il faut avoir cette un année rapport 2013. de force pour mener le dialogue avec l'Allemagne. Et alors, quand Angela Merkel en juin 2012, Hollande, elle lui dit mais il y a 10 ans on était à égalité, maintenant on est là-haut. Ça sont des représentations. Ce sont des représentations. Quand Monti vient au sommet européen en juin 2012 en disant moi j'ai fait tout ce que vous m'avez demandé, ça ne va pas bien, je me mets le couteau sur la gorge et le revolver sur la tempe,
faites un pacte de croissance, parce que sinon on ne s'en sort pas, les Allemands plient. Hubert Bertas. Oui, ce qui frappe avec cette question des 3%, c'est qu'elle n'a pas surgi sous la contrainte du pouvoir. Ça a été affiché pendant la campagne électorale. Et précisément, donc ça a été affiché, ensuite c'est mis en œuvre dans le budget, ou en tout cas il y a une tentative, on verra bien, mais il y a une tentative pour le mettre en œuvre. Donc, il y a la mise en place d'une politique qui serait en quelque sorte ferme, clairement décidée, clairement annoncée. Et en même temps, il y a le sentiment d'aller-retour, d'hésitation sur toute une série de questions. Donc, il y a deux sensations. L'une d'une très grande fermeté, d'une fermeté un peu inédite à propos du budget, et l'autre d'une sorte de main molle à propos de la manière dont les choses se sont établies. Et donc je pense que le pari de François Hollande, c'est que les choix ont déjà été faits et attendre probablement la baraka dont parlait Raymond Soubi, et en attendant de faire de la com. Raymond Soubi. Oui, je voulais revenir sur l'affaire franco-allemande. Thierry Pech dit, mais Mario Monti, il est bien allé voir Madame Merkel. Mais justement, si Mario Monti a l'oreille de Madame Merkel, c'est parce qu'il s'est lancé dans un programme de réforme structurelle, plus ou moins appliqué en réalité, mais annoncé à l'italienne avec beaucoup de vigueur, qui a impressionné les Allemands. Et donc, vraiment, pour se faire entendre en Europe, il faut montrer qu'on n'est pas prêt à lâcher, on n'est pas prêt au laxisme, on est prêt à une forme de rigueur. C'est quand même ce que fait Mario Monti, et c'est pour ça que Mario Monti a l'oreille de Merkel. J'ajoute un point. Hollande aurait décidé, non pas 3%, mais il aurait dit 3,5%. Qu'est-ce que ça aurait changé? Il aurait perdu la crédibilité, et je ne crois pas que ça aurait eu beaucoup de conséquences économiques positives sur la croissance économique. Moi, le point qui me paraît central dans tout le débat, c'est que nous parlons de 2013. Forcément, nous sommes en janvier 2013. Mais moi, ce qui m'inquiète beaucoup plus que 2013, c'est 2014. Je veux dire par là que si on rentre dans l'année 2014 avec une croissance très faible, si donc on manque de recettes fiscales et de recettes pour le financement des régimes sociaux, qu'est-ce que fera le président de la République en 2014? Il augmentera encore les prélèvements obligatoires, ça lui sera très difficile. Or, c'est un problème énorme. Je rappelle un seul exemple. C'est comme ça que vous justifieriez quoi? Une politique de rigueur, donc ferme dès 2013. Oui, non, mais je pense que la situation est en effet pour lui extraordinairement difficile. Et si j'essaie de définir un processus dialectique, il doit montrer qu'il a une politique de rigueur pour qu'au niveau européen, il y ait plus de souplesse de manière concertée et donc plus de croissance, mais qu'il ne peut pas y avoir l'absence de rigueur dans un seul pays. Raymond Soubi, vous ne pouvez pas dire d'un côté il fallait cette rigueur, 3%, il n'y avait pas le choix, etc., et dire oh là là, en 2014, qu'est-ce qui va se passer si on n'a pas de croissance? Il va falloir... Si vous commencez à démonter le moral pour 2014, on n'est pas rendu. Attendez, si. Il n'est jamais trop tôt. Évidemment, ce que dit Raymond Soubi, c'est la rançon du piège. C'est-à-dire qu'effectivement, rendez-vous en 2014 pour de nouveaux ajustements budgétaires qui prendront soit la forme de coupe supplémentaire dans les dépenses publiques avec un effet récessif important, soit la forme de prélèvement obligatoire à la hausse avec aussi un effet récessif important, un peu moins mais important tout de même. Et ben voilà, on sera dans la spirale négative dans laquelle il ne fallait pas entrer. Donc cette question du 3%, elle est clé, effectivement. Il ne fallait pas y aller. Et c'est l'heure de votre chronique, Brice. Bonjour Marc. Alors donc jeudi, vendredi, la flexi-sécurité au cœur des négociations. Mais oui Marc, parce que ça fait maintenant 19 mois consécutifs que le chômage s'étend dans notre pays. Nous avons officiellement dépassé le seuil symbolique des 3 millions de chômeurs, mais si on intègre les personnes ayant renoncé à chercher un emploi, les 1 500 000 chômeurs en activité réduite, recensés, c'est sans doute 15% de la population active française qui se trouve aujourd'hui exclue du travail, appauvrie, humiliée. Ce n'est pas une fatalité. En Allemagne, le chômage a atteint son plus bas niveau depuis la réunification à 5,4%. Le chômage est de 5,5% aux Pays-Bas, de 6,7% en République tchèque. Il est inférieur à 8% en Suède, en Finlande et au Danemark. Cette catastrophe humaine et économique bien française a des causes sur lesquelles il n'est pas trop difficile de parvenir à un accord. Elle est la conséquence directe du déclin de notre appareil productif, de moins en moins compétitif. Notre productivité globale stagne, nos entreprises ont cessé de se moderniser, notre niveau de qualification est insuffisant
et le pourcentage de la population employée est trop faible, en particulier chez les jeunes et chez les seniors. On peut s'attendre cette année à de nouvelles vagues de fermeture d'usines, de délocalisation, de plans sociaux. L'été dernier, Mario Monti a fait adopter en urgence par le Parlement italien une audacieuse réforme du marché du travail qui était encore plus bloqué et malthusien que le nôtre. L'Espagne, où le taux de chômage est encore plus désastreux que chez nous, s'est elle aussi lancée dans d'audacieuses réformes d'un marché du travail cadenassé sous Franco. Pendant la campagne électorale, la gauche a nié que la France est un problème de coût du travail. Le gouvernement l'admet aujourd'hui. Durant des décennies, les gouvernants de droite comme de gauche ont également nié que les difficultés particulières que rencontrent les entreprises françaises à licencier soient l'une des causes de notre taux élevé de chômage. François Hollande est peut-être le premier de nos dirigeants politiques à avoir reconnu lors de ses vœux de Nouvel An la nécessité, je le cite, de conjurer deux peurs, la peur du licenciement pour les salariés et la peur de l'embauche pour les employeurs. Lutter pour l'emploi, c'est favoriser la création de postes de travail nouveaux et non tenter de maintenir les emplois existants là où ils sont de toute façon condamnés. Pour créer des emplois, le gouvernement mise sur les contrats de génération qui permettront peut-être d'embaucher 100 000 jeunes tout en permettant le maintien au travail d'autant de seniors. Mais il a aussi incité les partenaires sociaux à négocier une flexi-sécurité à la française. L'équation paraît simple, donner plus de flexibilité aux entreprises afin qu'elles puissent faire varier le temps de travail de leurs salariés, voire adapter leurs effectifs en fonction de leur niveau d'activité. En échange, sécuriser les salariés qui perdent leur emploi afin qu'ils soient assurés de bénéficier d'indemnités décentes, d'une formation adéquate, d'un suivi efficace jusqu'à nouvelle embauche, sans perdre leurs droits sociaux tels que la complémentaire santé. Parce qu'il est social-démocrate, le président de la République a voulu manifester sa confiance envers les partenaires sociaux. Il leur avait fixé la fin 2012 pour parvenir à un accord. Jusqu'à présent, cet accord s'est révélé impossible. Les partenaires sociaux doivent donc, vous le disiez Marc, se revoir une dernière fois jeudi et vendredi. Mais le temps presse. Et si le blocage persiste, il faudra que le gouvernement assume ses responsabilités et débloque lui-même la situation. Car s'il venait à y manquer, ce manque de courage politique se traduirait par de nouvelles hausses du chômage. La chronique de Brice Couturier à réécouter sur franceculture.fr. Qui répond? Je sens que Thierry Pêche est sur les starting blocks. Sur les starting blocks, je sais pas. Je crois qu'il y a deux évidences qui sont répétées sur tous les tons depuis maintenant plusieurs années. La première, c'est que le marché du travail français serait un marché rigide, peu flexible, etc. Et la deuxième, c'est que flexibiliser le marché du travail, c'est bon pour l'emploi. Ces deux évidences ne sont pas du tout évidentes, en réalité. Et vous dites que dans l'Alter Éco de ce mois-ci, qu'il n'est pas si peu flexi-sécurité que ça, le marché du travail en France. Ça s'appelle moins qu'en Allemagne. Et surtout, il n'est pas si peu flexible que ça. Sécure, c'est encore autre chose. Ouais. Mais quand vous regardez les chiffres, vous avez en gros les CDD aujourd'hui, CDD intérim, c'est 15% des emplois. C'est plus qu'en Allemagne. Le taux de rotation trimestrielle de la main-d'œuvre dans les entreprises de plus de 10 salariés n'a cessé d'augmenter. On était à 9% il y a une dizaine d'années. On est à près de 13 aujourd'hui, enfin en tout cas plus de 12. Les CDD de moins d'un mois, les contrats hyper courts ont augmenté de 90% en 10 ans. La rupture conventionnelle a aujourd'hui fêté, si j'ose dire, son millionième salarié quittant une entreprise, prenant le relais en réalité des licenciements pour motifs économiques qui sont plutôt orientés à la baisse. Bon. Donc on a un marché du travail français qui est flexible. Il faut arrêter de se raconter des histoires. Il est flexible et il l'est un peu n'importe comment. La question, c'est pas on vient d'un marché du travail civilisé, rigide, comment vous avez dit Brice Couturier tout à l'heure, cadenassé, et on irait vous êtes en train de nous dire qu'il n'est pas flexible, il est dual. Non, il n'est pas si dual que ça. Enfin, vous avez raison, il est dual. Si l'idée que vous suggérez, c'est qu'il y a des insiders et des outsiders, c'est vrai bien sûr, mais il y a beaucoup d'outsiders et très peu d'insiders aujourd'hui. Et ça, c'était pas le cas il y a 15 ou 20 ans. Donc en réalité, les insiders aujourd'hui sont une petite minorité et tous les autres sont des outsiders, des vulnérables, des gens qui sont peu protégés. La question aujourd'hui, c'est comment on les protège mieux. Deuxième idée... C'est comment on les fait rentrer sur le marché du travail, c'est pas les protéger mieux. Vous avez quand même des jeunes qui sont très peu employés par rapport à l'Allemagne, et après vous avez des personnes âgées qui sont exclues très rapidement. Donc vous avez quand même un marché du travail français qui marche pas très très bien. Non, mais vous n'avez pas tout à fait raison de dire ça. Quand vous regardez, par exemple, le CDE livre chaque année des indicateurs pour mesurer le niveau de protection des salariés entre les 36 pays qui composent
l'ensemble, si vous voulez. Quand vous regardez le niveau de protection du marché du travail français pour les salariés contre les licenciements économiques, les licenciements collectifs, on est plutôt en dessous en matière de protection que l'Allemagne, par exemple. Et en matière de protection contre les plans sociaux, on est même très en dessous de tous les autres. La parole à Raymond Soubi. Oui, moi je crois que la situation française est caractérisée par 3 éléments sur l'emploi. Premièrement, nous ne créons pas assez d'emplois. C'est quand même le sujet central. Plus on crée d'emplois, moins il y a de chômage, moins on crée d'emplois, plus il y a de chômage. Et aujourd'hui, je rappelle, sur le premier semestre, on est sur une tendance annuelle de suppression de 150 000 emplois, ce qui est beaucoup, alors que nous avons par ailleurs un accroissement de la population active. Donc nous avons un problème d'emploi et nous avons un problème de croissance structurelle et qui ne s'améliore pas. Ça, c'est le point premier et central. Nous avons un deuxième point, c'est que c'est les insiders-outsiders, c'est-à-dire que les jeunes ont du mal à arriver sur le marché du travail et à occuper un premier emploi. Ce qui ne relève d'ailleurs pas seulement du marché de l'emploi, mais qui relève du système éducatif. Il y a des travaux du CEREC qui ont été faits qui montrent que on sait qu'il y a à peu près 1 élève sur 5 qui sort de l'école primaire sans savoir-faire essentiel. Eh bien, lorsqu'on les suit sur 10 ans, on s'aperçoit que ce sont les mêmes qui n'arrivent pas à avoir un emploi. Donc, c'est le deuxième sujet. Et qui relèverait aussi, pardon Raymond Soubi, parce que vous connaissez bien le sujet, qui relèverait aussi, et si j'ai moi bien lu Alternative économique, aussi du retard au départ à la retraite, du retardement du départ à la retraite. C'est-à-dire qu'il y aurait une gêne à l'embauche de jeunes salariés aujourd'hui, du fait qu'on garde plus longtemps ceux qui partent plus tard à la retraite. La réponse est non. Lorsqu'on regarde, je ne veux pas ouvrir un débat avec Thierry Pech sur ce sujet qui nous amènerait pendant des heures, mais on constate que c'est là où le départ à la retraite est le plus tardif, que la population, que le taux d'activité est le plus élevé. Donc il n'y a pas de contradiction entre l'âge de départ à la retraite et le taux d'activité. Mais nous pourrons... Je peux donner un élément d'information. Juste un point pour qu'on se comprenne bien, c'est pas tout à fait le même débat. Effectivement, vous avez raison, Raymond Soubi, de dire que ça nous dévierait, mais c'est vrai que retarder le départ à la retraite, ça gonfle un peu plus la population active. Ça simplifie pas la difficulté. Dans l'instant, ça gonfle la population active, mais dans les années, c'est la même. Et puis il y a le troisième point. Je termine mon triptyque, si vous me permettez. Le troisième point qui ne va pas en France, c'est que les salariés français gardent en moyenne plus longtemps leur emploi que dans les autres pays européens. Mais quand ils le perdent plus longtemps. Je crois que ce sont les 3 caractéristiques centrales. Et les négociations sur l'emploi dont vous parliez tout à l'heure, en réalité, n'abordent qu'une partie de ces sujets, une petite partie de ces sujets. Sur le thème évoqué aussi par Thierry Pech, est-ce qu'il est facile ou non de licencier en France, les thèmes de la flexicurité. Il se trouve que par métier, depuis 30 ans, je connais à peu près tout ce qui est fait en restructuration en Europe. Eh bien, c'est vrai qu'on peut restructurer en France. 2, plus facilement que dans d'autres pays européens. 3, que quand une entreprise le veut, elle y arrive toujours. Mais ce qui est très gênant, c'est l'insécurité. C'est-à-dire l'entreprise ne sait pas combien de temps ça va durer, par quelle haie elle va devoir passer, dans quel état elle va se retrouver, et ce que ça va lui coûter. Bref, le problème du marché du travail français, vu du côté des entreprises, c'est l'insécurité des procédures. Et ça, c'est pas dû à la loi, c'est pas dû au droit du travail, c'est dû à la jurisprudence. C'est que les tribunaux de l'ordre judiciaire, et c'est normal, c'est leur boulot, interviennent dans les procédures. Et une grande partie de notre droit du licenciement est un droit prétorien. Et c'est pas parce qu'il y a un accord ou qu'il y a des lois que ceci va être profondément modifié. Donc, s'il y a un accord jeudi, vendredi, je pense personnellement qu'il y aura un accord jeudi, vendredi. S'il y a un accord jeudi et vendredi... Un accord entre tout le monde? Tout le monde va signer? Bien entendu que non. Ah bon? Un accord. J'ai pas dit un accord entre tout le monde. J'ai dit un accord. C'est déjà Noël. Non. Ah, c'est l'expérience qui parle. J'ai dit un accord. Je pense qu'il y aura un accord. Pour des tas de raisons dont on peut parler. Risque fort d'y avoir un accord. Bon, c'est un pas positif. C'est bien d'avoir un accord. Ce sera un symbole fort. Ce sera un élément d'optimisme dans un climat, voire le début de notre émission, pessimiste. Bon, est-ce que pour autant, ça réglera les questions dont nous venons de parler? Non.
Et que ça dispensera le gouvernement de taper du poing sur la table? Une petite partie. Et en tout cas, ce ne sera pas l'alpha et l'oméga qui permettra de régler les problèmes de l'emploi en France. Brice Couturier, Oui. François Fresson attend son tour, et Hubert Vertas. Brice. Je disais, effectivement, il y a en France un problème non pas de flexibilité, mais de dualité du marché du travail. Il y a effectivement, y compris dans la fonction publique, où on voit 17% des effectifs aujourd'hui sont en forme de CDD ou ailleurs, on voit que le marché du travail est dual. D'un côté, des salariés dont il est extrêmement difficile de se débarrasser, et de l'autre, un volant de précaires qui servent en permanence de variable d'ajustement. Le gouvernement a dit que c'était une forme de contournement de la législation sociale, de la norme sociale, c'est dans l'alternative économique que je l'ai trouvé, que cette multiplication des embauches. Alors, progressons un peu dans la discussion et voyons là où ça coince. Il y a un domaine où manifestement ça coince entre les syndicats et le patronat, et il est sensible. C'est le fait que, pour décourager le fait qu'aujourd'hui 80% des embauches se font en CDD, parce que les patrons sont prudents, les syndicats demandent de moduler les taux de cotisation en fonction du type de contrat. À savoir que si une entreprise embauche en CDD, elle soit pénalisée par le fait que l'assurance chômage qu'elle doit payer pour ce salarié-là soit plus élevée s'il est en CDD, parce qu'évidemment il est plus exposé au chômage que celui qui est en CDI, que quand elle embauche en CDI. Là-dessus, la CFDT est très en pointe, le patronat n'en veut pas. Est-ce que là, il n'y a pas vraiment quelque chose qui relève simplement de la justice et même de la logique? Ça relève de la logique et ça relève du symbole. Ça ne relève pas de la constatation scientifique. Je veux dire que les syndicats disent augmenter les taxations, taxer plus les contrats courts. C'est logique. Bon. Au niveau du symbole, c'est très bien. C'est contre les contrats courts, pour les contrats longs. En pratique, est-ce que ça va inciter les entreprises à avoir recours davantage aux contrats longs? Personnellement, je crois, dans une situation économique quand même qui est déprimée, que non. Et que ça aura plutôt comme conséquence d'accroître le coût du travail. Donc symboliquement, c'est une mesure forte, mais ce n'est pas une mesure d'une grande efficience. Ce ne serait pas une mesure d'une grande efficience. Il faut quand même nuancer un peu tout ça. Il n'y a pas des contrats courts et des contrats longs et puis aucune catégorie intermédiaire. En réalité, il y a des contrats hyper courts, des contrats moyennement longs et des contrats longs. Bon, le problème, c'est pas les CDD en général, c'est les CDD de moins d'une semaine ou de moins d'un mois qui ont augmenté, les uns de 80% en 10 ans, les autres de 120%. Donc, il s'agit de pénaliser les entreprises qui jouent à ça, aux contrats hyper courts. Il y en a plus en France que dans beaucoup d'autres pays européens. Et si vous voulez lutter contre la dualité du marché du travail, voilà un bon terrain de jeu, puisque ces contrats hyper courts sont les contrats qu'on propose aux plus jeunes en général. C'est vrai, mais quand vous regardez ça de l'extérieur, une fois encore, tout se concentre sur la fiscalité, en tout cas sur l'État doit intervenir pour... Et moi, ça me paraît... Enfin, il y a quelque chose de culturel en France, au-delà de cette négociation, c'est est-ce qu'on fait confiance à l'entrepreneuriat, est-ce qu'on crée de l'emploi? Et là, je sens effectivement, même s'il y a un accord jeudi ou vendredi, on aura réglé une toute petite partie du problème. C'est vraiment un changement de mentalité qu'il faut faire. Et là, une fois de plus, vous démarrez l'année 2013 sur une polémique sur l'État, la fiscalité ou la taxation des emplois précaires. Pour moi, c'est quand même très symbolique. Hubert Vertas. La question est de savoir si on peut s'en sortir sans les moyens traditionnels de l'État dont vous parlez. Effectivement, l'État, c'est la fiscalité. Et l'État, c'est son bras pour intervenir directement. Parce que faire confiance à l'entreprise... Très bien, mais qui doit faire confiance à l'entreprise? Depuis, il y a un certain nombre de... Et là, je vais changer de registre, parce que je ne suis pas économiste, et que j'entends les termes dans lesquels on s'avance dans cette négociation. Et les termes raisonnables, a priori... Je fais référence à ce que disait Brice, c'est il faut faire d'audacieuses réformes, il faut, ce qu'on entend, avoir le courage, il faut se retrousser les manches. Est-ce qu'on entend ça d'abord depuis 30 ans? Mettez-vous à la place du public, à la place de ceux à qui on s'adresse, qui sont les simples travailleurs. Audacieuse, ça veut dire cruel. Courage, ça veut dire qu'on va tailler dans l'art. Se retrousser les manches, ça veut dire, mais vous croyez que je me les retrousse pas? Vous croyez qu'avec 1300, 1400, 1500 euros, ça fait pas 30 ans que je me retrousse les manches? Et donc vous avez une équivoque, parce que le problème, il est mal posé. Et quand vous parlez de flexi-sécurité, la flexi-sécurité, elle existe, mais elle coûte très cher. Or, très cher en quoi? Très cher en impôts. Et dès qu'on parle d'impôts, c'est la révolution dans ce pays.
Raymond Soubi. Oui, moi, il se trouve que par métier, par profession, je connais beaucoup d'entreprises, de chefs d'entreprise, de syndicats d'entreprise, français et non français. Et moi, ce qui me frappe aujourd'hui, et en dépit des efforts courageux et méritoires du président de la République et du gouvernement, la représentation. C'est un ancien conseiller de Nicolas Sarkozy qui parle tout de même là. Oui, non, je ne parle pas comme ancien conseiller social vous l'avez été. de Nicolas Sarkozy, oui. Je l'ai été, et je ne le renie pas, et je l'assume. Bon, j'ai été très heureux, mais je suis aussi un observateur de la vie sociale depuis bien longtemps. Depuis beaucoup d'années. Donc, lorsqu'on discute avec les chefs d'entreprise français et non français, ils ont une représentation de la France comme celle d'un pays qui n'aime pas les entreprises, qui n'aime pas les chefs d'entreprise. Et donc, c'est ça qui pèse aussi énormément sur les localisations industrielles, sur les comportements des entreprises. Et le fait de réagir sur le marché de l'emploi, encore par des mesures fiscales, comme le disait Françoise Fressoz, en réalité accroît ce sentiment que les Français n'aiment pas les entreprises. Ce qui n'est pas totalement juste, mais c'est la perception qu'ils en ont. Et c'est notamment la perception qu'ont les responsables des grands groupes internationaux. Moi, j'en fréquente un certain nombre très habituellement. La perception qu'ils ont aujourd'hui, donc ils disent nous n'investirons pas en France parce qu'en France c'est pas possible de licencier, parce qu'en France on n'aime pas l'entreprise, parce qu'en France il y a l'insécurité juridique et parce qu'en France on augmente toujours les impôts. Donc c'est toute une question d'histoire de mentalité alors finalement qu'il faudrait changer, pas seulement une question. Oui, alors Hubert et Thierry Pech vont intervenir. Comment est-ce qu'un État peut intervenir s'il ne peut pas intervenir par la fiscalité? Il ne faut pas non plus qu'il intervienne par le droit, parce que sinon on dit « Oh non, mais ça va être un fatras de loi ». Donc, il ne peut pas faire la loi, et il ne peut pas prendre de mesures fiscales. Autant dire qu'on demande à cet État de plus être là, quoi. Vous venez de dire une chose tout à fait fondamentale, comme d'ailleurs tout ce que vous avez dit, mais particulièrement cela, c'est que le drame des politiques aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas vraiment de moyens d'action. Mais qu'ils veulent faire croire aux citoyens qu'ils les ont. De là, par exemple, la communication ou la surcommunication. Mais les moyens d'action réels qu'ils ont sont très faibles. Prenons l'exemple des grands groupes. La plupart des grands groupes aujourd'hui, en fait, leur marché, c'est l'Asie. Ce sont les pays émergents. C'est très peu l'Europe. C'est encore moins la France. Donc, ils vont pas, comme ils disent, excusez-moi du mot, s'embêter à traiter les problèmes de la France, alors que ce n'est pas leur sujet d'entreprise. C'est là le problème. Et les citoyens demandent aux politiques des choses que ceux-ci ne peuvent pas faire, mais font semblant de faire. Mais est-ce que du coup le politique n'est pas tout de même un peu imprudent quand il sera à plusieurs reprises qu'à Florange soit encore à Petroplus comme le président de la République hier en disant je ne pourrais vous promettre mais je vais tenter quelque chose. Est-ce qu'on n'est pas dans quelque chose qui est là depuis... l'histoire de Florange prouve qu'il est extrêmement dangereux pour les politiques de rentrer sur des sujets Nicolas Sarkozy a su quelque chose également. Bien entendu, ils ont peu de moyens d'action et qui finalement, si vous me permettez, leur retombent sur leur figure. Alors Thierry Pech et puis Sylvain Kahn et Françoise Fressoz. Thierry Pech. Oui, là on parle beaucoup des grandes entreprises en réalité, en filigrane dans ce que dit Raymond Soubi, c'est surtout le discours et les réactions des grandes entreprises. C'est pas celles qui créent le plus d'emplois aujourd'hui, c'est pas celles qui licencient le plus, c'est pas celles qui sont en plus mauvaise santé. En revanche, c'est celles qu'on entend le plus. Et ça, c'est un problème. Comment on fait pour que dans l'espace public, les entrepreneurs, les patrons de PME, de petites entreprises parlent aussi? Deuxièmement, le problème que vous soulevez, Hubert Huerta, c'est-à-dire qu'est-ce que peut faire d'autre l'État s'il ne peut pas augmenter les impôts, faire des lois, etc. Le problème qu'on a sur cette discussion en particulier concernant la flexibilité, c'est qu'au fond, on croit tous plus ou moins qu'en réformant le marché du travail, en faisant des réformes audacieuses, courageuses, détabouisées, bon, tout ce baratin lexical, on va créer les conditions d'une économie qui crée plus d'emplois. C'est faux. C'est faux. Il n'y a aucune étude économétrique, empirique, sérieuse qui prouve
mais qui prouvent sérieusement que une réforme du marché du travail est créée et augmentée et entraîné une augmentation du volume global d'activité et d'emploi. Ça, nulle part, non, personne ne l'a jamais montré. Ce que vous dites est intéressant. Donc, parce que en réalité, pardon François, oui. je veux juste finir. Oui. En réalité, le problème de la compétitivité française, c'est un problème de positionnement de son tissu productif, beaucoup plus que d'organisation de son marché du travail. Bon, et pour agir là-dessus, c'est très compliqué parce qu'évidemment, ce sont des actions de très long terme. On ne change pas ça en 10 minutes. En revanche, le coût du travail, on peut le modifier assez rapidement. Vous dites, ça revient aussi à la discussion que vous aviez sur les 3% au début de l'émission, c'est-à-dire que la flexibilité, c'est aussi une demande de l'Europe, c'est-à-dire une demande de tous les observateurs français en disant votre marché fonctionne pas bien, faites comme le... Donc on est quand même dans un processus aussi de mondialisation. Est-ce qu'on peut avoir un modèle français qui est totalement différent des autres et est-ce que ça fonctionne mieux quand on est totalement différent des autres? François, juste une réaction là-dessus. Et Raymond Soulier, le marché du travail allemand est moins flexible que le marché du travail français. Et puis ça grogne beaucoup parce que tout de même, il y a 3 millions de personnes qui travaillent pour moins de 6 euros de l'heure en Allemagne aujourd'hui. Et les performances de l'Allemagne en matière d'emploi et de chômage sont bien meilleures que celles de l'Espagne qui a complètement flexibilisé son marché du travail. C'est tout récent. Ou de l'Angleterre. Non, c'est pas tout récent. Alors, c'est pas vrai. Je voudrais que Raymond Soulier... Remarque sur les PME. Je suis d'accord avec Thierry Pech sur le rôle des PME qui est tout à fait important. Alors, arrêtons-nous une seconde sur les PME. Aujourd'hui, moi, ce qui me frappe beaucoup, parce que je suis chef d'entreprise... vous connaissez ça, ce terrain-là par cœur, effectivement. À mes heures perdues, c'est de voir le nombre de gens qui viennent me voir avec des projets de création d'entreprise, de gens de 25, de 28, 30 ans, intelligents, brillants, qui ne veulent pas être salariés dans des grands groupes, parce qu'ils trouvent que les grands groupes, c'est contraint, c'est pas sympathique, etc., et qui veulent se lancer dans l'entreprise. Et je trouve que le côté très positif de la France aujourd'hui, c'est que ça existe, et ça existe en beaucoup plus grand nombre qu'on ne le croit. Et alors, ce qui me paraît extrêmement fâcheux, je reviens aux mesures du gouvernement, je ne voudrais pas revenir sur l'histoire des pigeons, mais c'est que beaucoup d'entre eux, au fond, disent « je me prime de la rémunération que j'aurai dans un grand groupe, je prends des risques, je m'endette ». Bon. Et puis, fiscalement, on vient me dire que si ça marche, je n'aurai pas de plus-value. Et je trouve que cette mesure-là est très grave. Parce qu'au fond, le déclic de départ, c'est de dire « je me prive de beaucoup de choses, mais je veux, si je réussis, et si mon risque paie, pouvoir en avoir le retour sans que l'État en prenne la majorité. » Et donc les mesures fiscales qui ont été prises là-dessus, si vous voulez, pour des raisons psychologiques, cassent les PME de demain. Or, ce sont les PME de demain, pour beaucoup, qui feront l'emploi. Sylvain Kahn. Oui, Marc, j'ai une question qui, je l'espère, s'adresse autant à l'observateur de la vie sociale qu'aux économistes, keynésiens ou pas, qu'aux éditorialistes. Je pense aux tribunes qui ont été publiées par Edgar Morin il y a une semaine, à l'entretien qu'a accordé Michel Serres, au JDD hier. On pourrait aussi penser aux prises de position du collectif Roosevelt en 2012. Bref, 3 exemples qui disent qu'un changement de politique, ça suffit pas. Donc droite-gauche, ok, très bien, fiscalité de droite, fiscalité de gauche. Et 3 exemples où il y a des gens qui réfléchissent, qui conjurent le gouvernement actuel ou le précédent de changer de paradigme parce que notre monde a radicalement changé. Qu'est-ce que vous en pensez? Thierry Pech. La question est un peu floue, pardon, Sylvain. Oui, non, elle est floue, mais c'est une manière de dire que les mesures, c'est bien. On peut discuter d'une mesure de droite ou d'une mesure de gauche, mais en même temps, il y a une crise écologique. La croissance ne peut plus être la même que celle qu'elle était durant les 30 Glorieuses et même durant les 30 dernières années du XXe siècle. Je pense que la mondialisation a totalement changé la donne. Raymond Soubi, vous parliez tout à l'heure des marchés émergents. Bon, bref. Et nous, est-ce qu'on continue pas à faire de la politique et des programmes politiques avec finalement des référents des années 1950, 1995? Oui, je crois que vous avez raison sur... essayer d'éclairer un aspect du problème que vous soulevez. On a des politiques, alors là, de droite, de gauche, qui ne cessent finalement de donner rendez-vous aux Français avec à nouveau des augmentations de pouvoir d'achat, pas tout de suite, mais vous verrez, dans 2 ans, dans 3 ans, tout ira mieux. En réalité, on est très probablement engagé dans une très longue séquence de croissance faible, molle. On y est déjà entré il y a plusieurs années, et le rendez-vous avec les augmentations de pouvoir d'achat, on va l'attendre longtemps. Comment on fait de la bonne politique, de la politique juste, de la politique efficace dans un tel contexte? C'est pas en se donnant rendez-vous avec les 30 Glorieuses qui ne reviendront pas avant longtemps. C'est
à mon avis, si vous voulez, puisqu'on ne peut pas distribuer de pouvoir d'achat par le salaire, etc., c'est d'en redistribuer par la baisse d'un certain nombre de coûts, et notamment en matière de logement et d'énergie. Sur l'énergie, on a rendez-vous avec la crise écologique, tout le monde le sait, ça pèse très lourd sur le budget des ménages. Le logement, en France, pèse particulièrement plus lourd sur le budget des ménages qu'en Allemagne, par exemple. Donc, il y a vraiment de bonnes politiques à monter sur ces questions-là pour que les classes populaires puissent à nouveau adhérer à un projet politique responsable. Allez, Raymond Soubi. Oui, je suis tout à fait de l'avis de Thierry Pech. On n'est pas dans une phase, dans un cycle habituel. Je crois qu'on est dans une phase de profonde transformation qui va se traduire par une croissance lente, durable. Même s'il y a la légère inflexion chère à François Hollande en 2013, il faut que nous le souhaitions tous, bien, ce sera mieux. Mais ça ne réglera rien. Ça ne réglera rien. Et je crois que si on a une période de croissance courte, faible, pendant des années, on va se trouver devant des problèmes qu'on ne sait pas aujourd'hui traiter. Pas seulement les problèmes du chômage, dont on parle depuis tout à l'heure, mais le problème de la pérennité de nos modèles sociaux, c'est-à-dire des transferts sociaux, des retraites, de la famille, de la maladie. Ces systèmes-là ne tiennent pas avec une croissance durablement faible. Donc c'est bien qu'il faut trouver tout de même de l'argent ailleurs. Donc ça veut dire qu'il faut soit trouver de l'argent ailleurs, mais ça va être difficile. Ça va être difficile. Soit de réfléchir à la finalité de tous ces systèmes de transferts sociaux et de définir les priorités absolues qu'ils doivent remplir. Parce que c'est quand même curieux que les transferts sociaux continuent à augmenter alors que la pauvreté continue à augmenter. Il y a un problème d'efficience des transferts sociaux dans ce pays. Brice Couturier. Je voudrais revenir sur les questions de marché du travail et de taux d'emploi. Il y a un argument qu'on entend souvent, c'est pas depuis qu'on a allongé l'âge de la retraite, le chômage des jeunes augmente. Quand on regarde les chiffres très précisément entre la France et l'Allemagne, comme le fait les Échos de ce matin, on s'aperçoit en réalité que plus le taux d'emploi des seniors augmente, plus le taux d'emploi des juniors augmente aussi. Regardez, c'est très simple, les chiffres sont extrêmement frappants. À chaque fois, il y a 20% de différence entre la France et l'Allemagne. En Allemagne, 60% des 55-64 ans sont en activité. En France, 40%. En Allemagne, 50% des 15-24 ans sont dans l'activité, enfin ceux qui sont disponibles sur le marché du travail. En France, 30%. Donc cet argument est faux et il tombe. C'est pour ça que le contrat. Mais si, parce que la comparaison est frappante. C'est pour ça que le contrat de génération est une bonne idée. Et il faudra certainement baisser le taux de chômage. Deuxièmement, vous disiez, Thierry Pech, que la France n'est pas. Le marché du travail français n'est pas si bloqué que ça. Et vous parliez de l'OCDE. Moi, j'ai sous les yeux ce que dit le FMI, par exemple, qui dit que la clé de l'amélioration des résultats en termes de croissance de l'emploi réside dans la réforme du marché du travail afin d'accroître la capacité de l'entreprise à investir, etc. Et j'ai aussi le rapport de Hervé Boulol, l'économiste de l'OCDE, qui parle de cette négociation en cours comme cruciale. Non seulement elle peut aboutir à des résultats importants, mais elle a aussi valeur de test de la volonté du gouvernement à réformer en profondeur le fonctionnement de l'économie. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui pensent effectivement que le marché du travail français est réellement plus on est nombreux, plus on a raison. Thierry Pech, des interventions brèves. C'est pas si le FMI et le CDE avaient eu raison ces 15 dernières années sur ce qui allait se passer en matière économique, ça se saurait. Non, enfin, il faut arrêter de plaisanter. Et échangeons des arguments qui ne soient pas des arguments de majorité ou de minorité, mais de raison. Alors, sur le premier point, c'est pas le taux d'activité des seniors qui fait, taux d'emploi des seniors qui fait le chômage des jeunes. Bien sûr, c'est vrai. J'ai jamais dit le contraire. Non, c'est pas... Mais la France a une difficulté que n'ont pas d'autres pays, c'est qu'elle a une population active qui s'accroît pour des raisons de démographie, qui s'accroît pour des raisons de forte participation des femmes au marché du travail, qui s'accroît parce qu'il y a plus de jeunes qui arrivent sur le marché du travail français que de jeunes Allemands, et qui s'accroît aussi parce qu'effectivement les seniors aujourd'hui restent plus longtemps sur le marché du travail. Deuxième point, il y avait très court. Oui, très court. Bon, sur la réforme du marché du travail, c'est bon pour l'emploi. Écoutez, il y en a eu partout des réformes du marché du travail, en Europe, dans les pays de l'OCDE, etc. Sortez-moi un pays où vous pouvez prouver que ces réformes du marché du travail ont créé de l'emploi. L'Allemagne, 5,4%. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'était une interpellation. J'ai pas le temps de vous répondre. Enfin, une interrogation à Raymond Soubi, parce que nous arriverons au dernier mot. On a beaucoup parlé de l'impuissance des politiques, les partenaires sociaux dans le cadre du marché du travail français. Est-ce qu'ils peuvent peser ou est-ce qu'ils sont trop faibles pour compter
auquel cas on se tourne toujours vers l'État. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors moi je crois qu'ils peuvent peser, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'ils vont conclure un accord, parce que tous ceux qui signeront auront eu intérêt à signer. La question est de savoir quel accord. Et est-ce que cet accord peut modifier fondamentalement le fonctionnement du marché du travail? Je n'en suis pas totalement convaincu. D'abord parce que c'est un sujet très difficile, notre émission vient de le prouver. Deuxièmement, qu'ils sont eux-mêmes dans une situation très difficile. Après tout, ils représentent les salariés. Pour les uns, les salariés qui ne sont pas contents, et les autres, les entreprises qui ne sont pas davantage contentes. Donc avoir un accord, c'est déjà un exploit. Avoir un accord modeste, ce serait déjà très bien. Brice Couturier, une dernière question. Non, je pensais que vous vouliez tout intervenir. Bien, donc alors ça veut dire qu'en tout cas, Raymond Soubi, ce matin, vous nous avez annoncé, 7 janvier 2013, qu'il y aurait une signature jeudi ou vendredi. C'est de l'incantation, vous savez, c'est de l'incantation. J'espère que c'est propitiatoire. C'est pour faire venir la baraka que Raymond Soubi souhaite pour 2013. Mais est-ce que cela veut dire quand même que cette signature, si elle a lieu, et encore une fois, elle sera sans doute sur des motifs très partiels de ces négociations, cela libère le gouvernement de dire je reprends la main. Bien entendu, c'est un atout formidable pour le gouvernement. Si le gouvernement n'a pas d'accord, il est dans une situation épouvantable. Il doit faire une loi, et quelle loi? Problème dramatique. Tandis que s'il a un accord, il dit je transpose l'accord, et hop, c'est plus facile pour lui. Merci.